façon à ce que tout le monde, enfin, ceux qui ne sont pas là, puissent à nouveau y accéder. Bah écoutez, donc j'espère que cette semaine s'est bien passée déjà pour vous, que vous avez eu l'occasion, le temps d'aller consulter tout ou partie des informations qu'on vous avait proposé de voir. Donc il y avait à la fois le module Apprendre autrement, enfin sur le site Apprendre autrement, donc sur la multimodalité qui complétait ou revenait sur certains éléments que nous avions déjà évoqués ensemble. Et puis, je vérifie en même temps la découverte déjà de quelques ressources. Donc, on reviendra sur ces ressources tout à l'heure. Je vous questionnerai à une ou deux reprises par rapport à cela. Et on va tout de suite voir qu'est-ce que l'on envisage de voir aujourd'hui. Alors, donc, nous sommes à notre second webinaire, deuxième étape, donc les coulisses de la multimodalité. Je vous rappelle, la semaine dernière, on a vu pourquoi on mettait des dispositifs de multimodalité en place. Alors, je fais une petite aparté, je vais demander aux personnes qui ont leur micro d'ouvert de les fermer, ce qui évite, vous voyez, des effets d'écho. De façon, voilà, super. Il reste Marie-Thérèse, éventuellement. Voilà, merci bien. Voilà, ce qui nous évite les effets d'écho, c'est pas que ce soit, vous avez vu, c'était pas très très gênant, c'est plus que, compte tenu qu'on enregistre ce webinaire, on aura un son qui sera un petit peu plus fluide, les gens ne se demanderont pas pourquoi cet écho derrière. Alors, je vais bien sûr à tout moment le rallumer si vous voulez prendre la parole. Oui, Christophe. Oui, excuse-moi. Est-ce que tu peux changer la configuration de l'écran de manière à ce qu'on voit le PowerPoint en plus grand ou est-ce que c'est nous qui devons le faire? Je sais plus. Oui, c'est toi. Alors déjà, attends, je vais déjà faire une chose, je vais me mettre ailleurs en tant que, voilà, qu'affichage, appliqué à tous. Hop, je vais déjà me mettre là, tu vois, tu gagnes un petit peu. Et avec le bouton tu as le zoom en bas. Le bouton de zoom te permet de toute façon de régler ton propre affichage d'écran. Oui, oui, mais je voulais que tu te mettes sur le côté. Merci. Voilà, je suis sur le code. Ben voilà, c'est comme dans une salle de cours. Si on se met devant le vidéoprojecteur, on masque la projection. Donc voilà, il faut se mettre un petit peu sur le côté. Merci de me l'avoir rappelé. Euh, Bien, alors donc je vous rappelle, on avait vu le pourquoi. Et on va maintenant voir quels sont, bon, pas tous les éléments du comment, parce que ça nous prendrait un petit peu plus de temps que ces trois webinaires, mais les éléments essentiels de ce que j'ai appelé les coulisses de la multimodalité. Quelles sont les composantes essentielles d'un dispositif de formation multimodale? Donc, ces coulisses de la multimodalité, que nous allons voir là tout de suite, je les ai résumées sous, vous voyez ce joli engrenage, ma Franche-Comté d'origine ressurgit là, voilà, une jolie horloge démontée, si on veut, euh, sur effectivement ce qu'on pourrait appeler la cartographie d'une formation multimodale, mais surtout pour mettre en évidence qu'une formation multimodale, elle doit vraiment être prise en compte comme un système. Dans un système, tous les éléments sont essentiels, bien évidemment, mais surtout tous les éléments sont interdépendants. Et donc, l'histoire de l'engrenage vous permet de bien comprendre que si un des engrenages se bloque, c'est l'ensemble du système qui risque de ne pas fonctionner. Alors, qu'est-ce que l'on va voir aujourd'hui particulièrement? On ne va pas développer tous les éléments de ce système. On va surtout s'attacher à parler des contenus pour lesquels vous avez déjà fait une petite étape de découverte. On parlera de technologies et d'outils. Et puis le point supplémentaire, c'est que l'on parlera de l'accompagnement, ce qu'on appelle aussi le tutorat dans les dispositifs à distance, mais pas que. Euh, on ne parlera pas trop d'ingénierie pédagogique, effectivement. Hein, on ne parlera pas trop des formateurs, quoique, avec l'accompagnement, bien évidemment, on l'évoquera. Et puis, en ce qui concerne les contraintes légales, qui sont, j'imagine, un point qui vous intéresse, ben là, je vous proposerai, parce qu'on ne pourrait pas le traiter dans l'heure, je vous proposerai dans le mail que je vais vous envoyer juste après notre webinar. Donc vérifiez bien si vous ne le recevez pas, d'aller fouiller dans vos spams si jamais il ne s'y était pas glissé. Donc les contraintes légales, je vous proposerai d'aller
les découvrir d'une certaine façon à travers une webconférence qui avait été enregistrée il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans, mais qui est encore tout à fait d'actualité, puisque elle a été élaborée au moment, enfin quelques semaines après que la FAQ, la foire aux questions, qui a été réalisée par le FOD, Centre Info et la DGEFP, ait été publiée. Et donc, vous avez effectivement une, une webconférence qui revient sur ces éléments qui explique comment on peut mettre en œuvre le cadre financier, le cadre légal de la mise en œuvre de la FOAD. Alors bien sûr, ça ne s'applique pas à toutes les formations multimodales, c'est surtout comment répondre aux critères réglementaires par rapport aux commanditaires et par rapport aux financeurs, enfin, que peuvent exiger financeurs et commanditaires, comment répondre à ces contraintes réglementaires et à travers un système de foire aux questions, donc des questions et des réponses. Donc aujourd'hui, c'est le document de référence. Bien évidemment, cette foire aux questions va évoluer puisque les, euh, les textes vont évoluer, sont en train d'être écrits. Et nous étions pas plus tard que la semaine dernière en réunion au FOD pour proposer des aménagements sur la mise en œuvre de la FOAD qui apparaîtra donc dans les futurs décrets qui sont en train d'être préparés pour être publiés avant la fin de l'année. Voilà, alors donc ces 3 points et on va commencer par les ressources d'apprentissage numérique puisque c'est ce que je vous avais proposé de consulter, de découvrir à travers un diaporama qui vous donnait un aperçu de quelques-unes des ressources qui peuvent être produites, parce que bien évidemment, il peut y avoir un panel qui soit beaucoup plus large que ça. Alors, je vais vous proposer d'utiliser, vous rappelez notre petit principe de main, hein, voilà, je lève la main comme je viens de le faire là, ou je suis d'accord, des choses comme ça, peu importe le signe d'état que vous utilisez. J'aimerais que vous m'indiquiez si effectivement vous avez eu le temps, si vous avez pu consulter quelques-unes des ressources que je vous avais proposées. Alors, je vous propose de le faire en levant la main. Si c'est oui, vous levez la main ou vous levez le pouce de votre, à l'aide donc tout en haut à gauche, euh, voilà, de l'indicateur d'état, comme vient de le faire là Christophe. Donc, tout en haut à gauche, vous avez une petite main et vous sélectionnez la main. Donc Catherine, non, elle n'a pas pu. Françoise, oui, voilà. Bah, Catherine, c'est normal, elle n'avait pas eu le lien, donc elle n'avait pas pu l'inventer, hein. Voilà. Ok, pour les autres, on ne sait pas. Bon, Euh, ok, d'accord, si on en a, Christina, ok. Alors, bien, bon, donc vous avez déjà pour une partie d'entre vous un petit aperçu, et puis bien évidemment, il y a des choses que de toute façon vous connaissez ou vous avez déjà manipulées, même si euh, vous n'avez pas attendu les liens que je vous ai adressés. Alors, les ressources d'apprentissage, et particulièrement parce qu'on se situe dans une formation multimodale, elles sont très très variées. Euh, on a, et pour ça, il ne faut pas oublier les documents les plus basiques, les plus simples que l'on peut être amené à manipuler, que l'on a tous en tant que formateur, on va dire dans sa sacoche déjà et dans ses dossiers sur son ordinateur, que l'on utilise et que l'on distribue régulièrement. Des documents de type numérique, mais équivalent à des formats papier, hein, du type document Word, document PDF. Donc toutes sortes de documents qui peuvent être utiles à un moment donné en apprentissage. Et puis les photos que vous allez pouvoir soit utiliser à partir du web. Alors petite précision, hein, quand même, ne perdez pas de vue que ce que vous utilisez à partir du web, ne les téléchargez pas si vous n'êtes pas sûr que l'auteur vous a autorisé à en faire un usage pour vos propres besoins. Le cas échéant, si vous ne savez pas, ben, vous indiquez le lien qui permet d'aller vers cette photo. Et ben, sinon, vous essayez de trouver des photos qu'on appelle libres de droit ou des photos, bien évidemment, que vous aurez prises vous-même, comme par exemple ici, hein, vous voyez quelque part mon arrière-plan, c'était pour illustrer ce que peut être un salon de coiffure. Donc si on s'attache à effectivement voir en commerce quelles peuvent être les différentes devantures, et ben voilà, on pourrait utiliser une photo comme celle-ci pour les salons de coiffure. Voilà, donc
il n'y a pas de particularité, simplement, il ne faut pas oublier d'utiliser ce type de ressources-là, parce qu'on les a souvent, comme je vous le disais, dans son ordinateur. Alors, des choses que vous avez pu découvrir, du coup, qui sont, on va dire, un peu tendance, même si j'aime pas beaucoup le terme, eh bien, ce sont effectivement ces ressources qui prennent un format vidéo, qu'on va appeler vidéo tout simplement si elles prennent par exemple cette forme-là. Hein. On voit bien qu'on est dans un format vidéo. Vous avez certainement pu manipuler cette vidéo, en l'occurrence sur les gestes de premier secours, qui est une vidéo qui a la particularité d'avoir été enrichie, puisqu'on y a ajouté de l'interactivité. Et en l'occurrence, ce sont des choses que enfin, quelques-uns d'entre vous connaissent bien. On a, ah bah tiens, on va faire un petit peu de, je vais continuer la réclame comme disait Christophe tout à l'heure, puisque on a utilisé une application qui s'appelle H5P. Et H5P, il y a un atelier, pas plus tard que jeudi, hein, donc vous avez un atelier jeudi qui va traiter pendant toute la journée de la réalisation de ressources interactives et notamment des vidéos interactives avec cette application H5P. Donc si vous ne vous êtes pas déjà inscrit, faites-le, vous allez sur le site de Communautique et vous vous inscrivez à cet atelier qui se déroule au CFA de la Chambre de métier à Rouen. Alors, donc, vidéo classique, mais vous voyez ici, ça prend un format vidéo, mais au départ, c'est quelque chose qui est plutôt de type, allez, on peut dire dessin animé, dans tous les cas, une animation avec du texte en incrustation, avec une ou plusieurs voix off, des choses que l'on va pouvoir soit faire avec, par un prestataire, soit faire soi-même si on a à la fois les compétences sur le plan graphique et sur le plan informatique pour des réalisations par exemple comme celle-ci, ou pour des réalisations plus simples, comme on l'a ici par exemple avec une application qui s'appelle Powtoon, qui est une application gratuite, qui permet de faire déjà des choses assez sympathiques, euh, avec des personnages prédéfinis, avec des effets, avec du texte, avec des mains qui viennent manipuler des objets sur un tableau blanc. Et puis, un petit peu plus, peut-être un tout petit peu plus complexe, ce qu'on appelle du scribing, du vidéo scribing. Donc c'est du dessin, quelque chose qui va être dessiné avec un texte explicatif, donc un commentaire mis en ligne donc, par l'auteur. Donc beaucoup de formules différentes qui ne nécessitent pas forcément d'avoir des compétences sur le plan graphique, qui ne nécessite pas non plus d'avoir un studio de montage ou d'avoir un studio d'enregistrement. On peut faire des choses avec, on va dire, les moyens du bord. Ce qui est important, bien sûr, c'est la destination de votre ressource. Est-ce que vous allez effectivement en faire un produit commercialisé à grande échelle et il faut plutôt avoir un certain niveau de qualité? Ou est-ce que vous faites des ressources qui vont être destinées simplement à votre groupe d'apprenants et qui peut-être seront remplacées l'année d'après parce qu'elles seront moins pertinentes. Et dans ce cas-là, on va surtout s'attacher à avoir des outils simples à utiliser qui permettent de produire rapidement, facilement et avec les compétences qui sont celles de la plupart des formateurs aujourd'hui. Donc voilà le premier type en fait de ressources multimédia d'un niveau plus avancé que le précédent, qui était les photos et les textes. Et donc ces outils-là vont nous donner la possibilité d'enrichir sur des séquences courtes. Rappelons-nous quand même que même s'il y a quelques années, on produisait des vidéos de un quart d'heure, 20 minutes, voire une heure. Aujourd'hui, on est sur des formats de plus en plus courts. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut condenser son propos et simplement faire un résumé que l'on va mettre en ligne. Non, on va s'attacher à découper le contenu pour, au lieu de proposer une seule vidéo de 15 minutes, s'attacher à proposer plusieurs vidéos, 3 vidéos de 5 minutes ou 4 vidéos de 4 minutes par exemple, qui vont permettre donc à la personne déjà, à l'apprenant, d'aller chercher le contenu qui l'intéresse particulièrement, voire effectivement de segmenter et d'organiser effectivement ses apprentissages à partir de capsules. On aime bien utiliser en termes de vidéo ce terme aujourd'hui, on parle de capsules vidéo.
Dans certains cas, certaines entreprises, certains organismes de formation descendent à des niveaux encore plus bas, enfin un découpage encore plus fin et à des durées encore plus courtes. On va trouver des vidéos de 1 minute 30 pour faire passer là des messages essentiels, souvent sur des aspects procéduraux ou des réponses à des éléments techniques très précis et pour lesquels on n'a pas besoin effectivement d'avoir des durées plus importantes. Voilà, donc on va passer maintenant à un autre type. Alors, vous n'hésitez pas, hein, toujours pareil, je surveille moi le chat. Si vous avez une question, alors on viendra, on fera un petit balayage et je vous proposerai un sondage sur toutes les ressources après. Mais si vous avez une question particulière sur l'un de ces formats, l'un de ces types de ressources, vous n'hésitez pas soit à les noter dans le chat, soit à lever la main, de façon à ce que je vous passe le micro. Alors, autre type de ressources très prisées aujourd'hui, bon, on en présente deux différentes parce qu'elles sont faites avec deux outils différents, mais le format est sensiblement le même. Ça prend la forme, là aussi, au final, le plus souvent d'une vidéo, donc ça peut être mis en ligne comme une vidéo, si ce n'est que avec les outils qui sont proposés, cette vidéo, elle est chapitrée. Donc on va pouvoir se déplacer dans la vidéo avec un sommaire et aller à des endroits particuliers. Quel est l'intérêt du principe du diaporama sommarisé? Eh bien, c'est que sur le plan technique, on s'appuie avant tout sur une application de diaporama, principalement Microsoft Office, puisqu'on a, comme vous le voyez ici par exemple, une extension à Microsoft Office qui s'appelle Office Mix, qui va permettre de venir ajouter effectivement du son, de l'audio. Si vous vous souvenez, c'est la petite vidéo que je vous ai adressée avant le début de ces webinars, qui était faite effectivement à partir d'Office Mix. Ensuite, à partir d'Office Mix, une fois qu'on a mis, alors moi je vous avais mis juste une photo, on peut mettre une incrustation vidéo, on peut mettre donc du son. Bien sûr, on enregistre sa voix, on peut faire des effets, on peut dessiner sur la diapo. Tout ça est enregistré et diffusé sous un format vidéo comme celui que vous avez pu consulter. Mais l'autre avantage, c'est effectivement d'avoir un chapitrage, ce qui permet une navigation dans la ressource elle-même. Donc le premier intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de faire l'acquisition, on n'a pas forcément besoin de faire l'acquisition d'un logiciel supplémentaire si on utilise celui-ci. Si on veut avoir des fonctions plus élaborées que ce que propose Office Mix, on va pouvoir passer sur d'autres applications du marché de type Adobe, hein, par exemple Adobe Captivate comme on a là. Dans ce cas-là, dans tous les cas, on va réutiliser un diaporama existant. Donc pour le formateur, c'est beaucoup moins déstabilisant parce que, je dirais, il ne part pas de rien, même s'il a de nouvelles compétences à acquérir ou à développer. Il part quand même d'une application qu'il utilise dans la plupart des cas depuis déjà quelques années et de ressources qui sont déjà existantes, que sont ces supports de présentation. Je parle bien de ces supports de présentation. Et c'est pour ça que vous voyez sur ces deux exemples qui sont là, et vous l'avez peut-être remarqué sur celui que vous avez pu consulter, on a une forme de présentation qui est très dépouillée, très graphique. On va chercher à faire passer des messages avec du graphisme, avec du texte, mais qui va être le plus, on va dire, léger possible, dans le sens où on va essayer de mettre le moins de mots possible sur la diapo, puisque l'essentiel, c'est le commentaire du formateur qui va être enregistré avec la diapo. Exactement le même principe qu'un bon diaporama qu'on utilise en salle de cours. On va mettre le moins de texte possible, on va illustrer, c'est un support à la présentation et non pas la présentation et non pas le support de cours en tant que tel. Toujours la même chose. Alors on va peut-être encore pousser plus loin quand on veut faire du diaporama sonorisé, mais on est complètement dans cette idée-là. Comme le précise effectivement Christina dans le chat, hein, ah non, elle ne le précise pas, elle met un point d'interrogation, pardon. Office Mix est gratuit, oui, alors il faut avoir, je crois, une version PowerPoint minimum 2013, je crois, quelque chose comme ça, un pack Office 2013 pour que ça fonctionne. Office Mix est gratuit. Alors, ce qui a évolué dans le courant de l'année, c'est qu'avant, on pouvait publier directement au format avec le chapitrage. On pouvait publier ça sur le site d'Office Mix, qui était un site de Microsoft.
Microsoft a complètement changé sa politique là, il y a quelques mois de ça. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est récupérer le fichier MP4 ou alors il faut avoir un abonnement Microsoft Office, un abonnement pro, me semble-t-il, pour pouvoir mettre en ligne à nouveau de cette façon. Alors sur l'aspect technique, pour ceux qui sont un petit peu techniques sur le sujet, sachez on a fait des essais, on peut prendre un fichier réalisé avec Office Mix et le réutiliser avec une autre application, notamment type iSpring. Donc iSpring fait très bien ce genre de choses, hein, aussi, je vais parler d'Adobe ici tout à l'heure. iSpring fait ça très bien. Donc iSpring, on va le mettre dans le chat. Voilà, ça s'écrit comme ça. iSpring fait ça très bien aussi avec plein de fonctionnalités supplémentaires. Et donc on peut démarrer quelque chose avec Office Mix et ensuite le reprendre dans iSpring et le publier. On peut même publier au format SCORM avec iSpring. Est-ce que les contenus sont scormés? Alors, ils ne le sont pas directement avec Office Mix, on n'est pas en SCORM. Avec Adobe, je crois que oui. Et si on passe en iSpring, oui, on est effectivement scormé. Et iSpring est payant et la dernière licence s'approche des 1000 euros maintenant. Donc ça peut être un modèle par contre intéressant à envisager. On est en train nous, de l'expérimenter avec un centre de formation où tous les formateurs ont la capacité effectivement à faire de l'Office Mix. Et ensuite, une fois que leur diaporama est sonorisé, qu'ils sont contents du résultat, on va dire, eh bien, ils le transmettent à la cellule multimédia, au responsable informatique, qui lui est équipé d'une licence iSpring et qui va les mettre au bon format, du coup, et avec toutes les fonctionnalités, voire même les enrichir un petit peu. Donc ça permet d'avoir effectivement un format SCORM, alors je m'excuse pour le SCORM, je reviendrai dessus certainement après, parce que peut-être que ça interroge un certain nombre d'entre vous, mais je ne vois pas d'interrogation dans le chat. Je vais faire, sinon je vais être obligé de poser des questions et demander à ce que quelqu'un m'explique le SCORM. Hein, attention, hein, si vous ne posez pas de questions, moi je vais vous en poser. Et donc d'avoir une seule licence et donc un investissement moindre pour l'organisme de formation, enfin, pour l'entité. Donc le SCORM, du coup, vu que vous ne me demandez pas, ben, je vais vous répondre quand même. C'est un format en fait de fichier qui va permettre de mettre des ressources d'apprentissage. Ça arrive un petit peu après, mais je le dis tout de suite hein, dans notre suivi. Ça va donc nous permettre d'assurer une compatibilité, faire que cette ressource multimédia que l'on produit, elle a la possibilité d'être mise sur différentes plateformes de formation. L'autre particularité de ce type de ressources, et donc de ce format de ressources, un SCORM est un format de ressources, c'est qu'il échange des données avec la plateforme de formation, ce qui fait que l'on saura combien de temps la personne a passé en consultation sur ce module, si elle a réalisé une évaluation, eh bien, quel est le résultat de l'évaluation, etc., etc. Voilà. Je fais très court sur le SCORM. On pourra détailler si vous le souhaiter un petit peu par la suite. Alors, on continue. Alors, c'est là que je m'en excuse parce que on avait effectivement il y avait un lien dans le fichier que je vous avais proposé où il y avait toute une succession de ressources à aller consulter. Vous aviez un lien vers celle-ci, hein, je crois que c'était la copie d'écran qui était. Et malheureusement, effectivement, je me suis aperçu après que le lien ne fonctionnait plus. Donc, prie de bien vouloir m'excuser pour ça. Et donc, je vous renverrai effectivement un autre lien vers peut-être d'autres ressources consultables. Alors, ces modules SCORM dont on vient de parler, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Eh bien, c'est d'intégrer en fait diverses choses. Notamment, ils vont pouvoir être considérés comme des ressources autonomes d'apprentissage, puisque dans un module multimédia de type SCORM, on va retrouver l'expression des objectifs d'apprentissage, on va retrouver du contenu de formation, on va retrouver des exemples, on peut y intégrer, vous voyez, comme vous voyez ici, une vidéo par exemple, des images, des animations comme c'est le cas là en haut à droite, des photos, etc., etc. Donc toutes sortes de médias. À côté de ça, on va pouvoir, donc tous ces médias, pardon, apportent effectivement du contenu, c'est le contenu de la formation. On va pouvoir proposer des exercices d'évaluation, comme ici on a un exercice de type glisser-déplacer ou
exercices type texte à trous, hein. Et donc, on va pouvoir proposer des exercices d'entraînement, puis à la fin, ou à certains moments, dans le module lui-même, évaluer le niveau d'apprentissage, évaluer le niveau des acquis. Et donc là, ça sera une évaluation plutôt sommative, pour laquelle on n'apportera pas de rétroaction, mais qui par contre vous donnera en tant qu'apprenant un score et vous dira bah, vous avez obtenu tant par rapport au niveau qui était requis, on vous invite à refaire l'exercice, on vous invite à revoir le module par exemple. Et puis ce score sera remonté grâce à la fonctionnalité, donc justement cette fameuse caractéristique d'un module SCORM. Donc ce score va être remonté à la plateforme de formation de façon à ce que le formateur, l'organisme de formation, puisse avoir des informations concernant votre parcours. C'est grâce à la compatibilité SCORM entre les plateformes et les contenus que l'on assure une partie du suivi des activités de formation. Alors, donc, qu'est-ce que l'on va voir également? Alors, peut-être un point, puisqu'on parle de SCORM, sur les logiciels qui permettent de concevoir ce type de module multimédia. Alors, ce sont des logiciels, à l'exception de celui qui avait permis de créer, je reprends mon pointeur, voilà, à l'exception de celui-ci euh, qui, qui a été conçu avec un logiciel gratuit qui s'appelle Scénario Opal. Tous les autres que vous voyez là ont été conçus avec des logiciels, ce qu'on appelle des logiciels auteurs, qui sont des logiciels qui ont un certain niveau de complexité aujourd'hui, hein, quand on veut faire des choses quand même de bonne qualité, qui nécessitent donc des compétences, qui nécessitent bien évidemment d'acquérir une ou plusieurs licences pour la conception de ces modules, mais ce sont aussi des logiciels qui sont utilisés par des prestataires qui peuvent réaliser ces modules multimédia pour le compte de l'organisme de formation. On voit ici déjà se dessiner un mode de fonctionnement différent, puisque jusqu'à présent, on a vu des logiciels qui pouvaient être pris en main par le formateur et qui permettaient donc de façon quasi certaine de concevoir en interne les ressources d'apprentissage numérique. Avec les modules SCORM, on va de plus en plus être amené à s'ouvrir vers l'extérieur et donc à sous-traiter non pas la conception pédagogique, c'est-à-dire ce que l'on veut mettre dedans, le scénario pédagogique du contenu du module lui-même. C'est pas ça qu'on va sous-traiter, parce que là, on a besoin du formateur et de savoir qu'est-ce qu'il veut faire et comment. On va externaliser la production multimédia, donc vers un prestataire qui va maîtriser un outil et qui a surtout une maîtrise de l'informatique et des outils multimédia dans son ensemble. C'est bon? On continue? Alors, bah tiens, celui-là, il s'est retrouvé en gros une fois, hop, on va l'enlever. On continue pour parler des serious games. Donc, vous voyez qu'on monte en complexité hein, dans nos différents outils. Et vous avez pu, j'espère, tester. Donc, on avait un petit morceau d'un serious game qui est accessible, qui a été conçu par l'AFPA il y a quelques mois. Et je vous avais mis ce lien, effectivement, pour que vous puissiez en fait découvrir comment ça fonctionne finalement un serious game. Un serious game, il peut soit s'appuyer sur des situations très réalistes, comme par exemple vous l'avez ici, où on a reproduit en fait une plateforme de forage et le but c'est de mettre la personne en situation dans un environnement professionnel. On se rapproche de ce que l'on appelle de la simulation, voire dans certains cas c'est de la simulation de façon à ce que la personne puisse s'entraîner dans un environnement qui, bien évidemment, est virtuel, sans risque, pour lequel elle peut même faire des erreurs. Il n'y a pas d'incidence si elle se trompe dans une manipulation. La station de forage ne va pas exploser, mais elle peut apprendre effectivement et apprendre de ses erreurs. On peut, dans un autre cas, comme ici, être dans quelque chose qui est beaucoup plus proche de l'environnement dessin animé, hein, par exemple, avec vous voyez, des personnages particuliers, un environnement graphique qui est vraiment quelque chose qui est complètement dessiné. Donc là, on sort volontairement, effectivement, du réel, on s'écarte de la réalité pour, par contre, faire vivre une situation qui elle, peut être
totalement en prise avec une réalité qui est, entre autres pour celle-ci, les problèmes que peuvent rencontrer les personnes à mobilité réduite dans la ville. Donc, vous voyez, on a une ville un peu particulière, c'est presque le Mont-Saint-Michel avec tous ses niveaux. Et puis, bah, une personne, si vous avez croisé ou si vous-même êtes allé au Mont-Saint-Michel et aviez quelques difficultés de mobilité, bah, c'est effectivement un lieu qui n'est pas très très simple à visiter. Donc, voilà, mais on a un parti pris qui est celui de se déconnecter effectivement de quelque chose de réel pour pouvoir aussi s'adapter à tout. Ici, on est plutôt dans un environnement d'entreprise qui veut mettre ses salariés dans une situation la plus proche possible de ce qu'elle retrouvera sur le terrain. Le principe du serious game, et pourquoi ce terme de serious game? Eh bien, principe du jeu, le game, c'est ce qu'on retrouve effectivement ici. Et ce n'est pas qu'un jeu, c'est un jeu sérieux. C'est pour ça qu'on lui a donné ce nom-là. Le principe du jeu, parce qu'effectivement, il faut que ça soit ludique, et on a vraiment les mécanismes du jeu. On fait des choix, on prend parti pour telle solution, on prend parti pour tel personnage, et en fonction de ces choix, eh bien, le jeu va nous proposer des situations qui seront différentes, des interactions qui seront différentes avec les personnes qui elles-mêmes vont faire partie du jeu. Et puis sérieux parce que, bien effectivement, on a toujours une finalité qui peut être, qui n'est pas exclusivement, pardon, une finalité pédagogique. Bien évidemment, des serious games pédagogiques, ce sont ceux qui nous intéressent ici. Mais il y a des serious games dans le domaine du marketing, dans le domaine de la communication, dans le domaine du recrutement, dans le domaine du management. Donc là, on peut avoir toutes sortes de serious games qui peuvent être proposés. Ils ont toujours une finalité qui n'est pas exclusivement pédagogique. Là, bien évidemment, on fera appel à des professionnels, à des prestataires extérieurs pour concevoir les serious games parce que aussi bien, vous voyez la qualité graphique, par exemple, d'un serious game comme celui-ci, ça nécessite des compétences particulières, ça nécessite une capacité à concevoir le scénario du serious game. On fait appel d'ailleurs à des professionnels du jeu vidéo hein, pour apporter cette compétence-là. Et puis, ça nécessite des compétences sur des outils aussi, bien sûr, qui sont spécifiques pour concevoir ça. Donc là, on ira chercher la compétence à l'extérieur. Bien évidemment, vous, en tant qu'organisme de formation, vous allez donner à la fois les objectifs, les finalités, les parcours que vous voulez voir, on va dire, se dérouler dans votre service. Voilà, alors on a balayé maintenant un certain nombre de ces ressources. Ce que je vais vous proposer, c'est, et alors là je vais voilà, vous activer des outils que vous avez maintenant en bas de votre écran. Et parmi ces outils, vous avez une coche. Alors quand on approche sa souris dessus, cette application appelle ça une étampe. Donc vous cliquez sur l'étampe, pardon. Et puis, vous voyez, moi je vais aller mettre ma coche ici, sur ici les ressources pédagogiques. Donc, je vous propose que vous m'indiquiez, en utilisant cette étampe, la ressource parmi les quatre qui sont là, qui vous semble la plus pertinente, bien évidemment la plus pertinente par rapport à vos formations ou par rapport à l'une des formations de votre établissement de formation, ou si vous n'êtes pas un organisme de formation. Qu'est-ce qui vous semble globalement la ressource la plus pertinente? Alors peut-être que Christophe, tu peux faire du coup retranscrire pour tous tes collègues qui sont autour de toi, de façon à ce qu'on ait une certaine représentativité et non pas un seul vote. Si chacun peut donner son avis et que tu coches. Donc l'idée c'est de cocher en dessous, hein, voilà comme je vais le faire ici. Si je trouve que c'est l'animation sonorisée la plus pertinente, eh bien je viens mettre mon étampe sous animation sonorisée. C'est bon? Voilà, ok, ça marche. Voilà, top, top, ça y est, ça part dans tous les sens. Super. Alors, la vidéo interactive, l'animation sonorisée se dégage pour l'instant. Combien c'est? 6, 7, donc on a. Je ne sais pas si Christophe, tout le monde a voté, a donné son avis de ton côté.
Oui, toi, Je suis Christophe, désolé, comment? j'arrive pas à voter. Je sais pas ce qui se passe. Ah, tu n'arrives pas à activer les petites coches? Non. Où sont alors il faut que je. Ah, c'est ça. Il faut que je mette la coche. Ça y est, excuse-moi. On avait pas Ah, écouté en fait. Ah, tu essayais de dessiner directement, je parie, c'est ça. Pas de dessiner, mais ah bah oui, du coup on peut en mettre. Hop, on va en Tu mettre aurais là. pu, t'aurais pu dessiner avec un crayon et faire des petits. Voilà. Voilà, du coup, il y en a partout. Bon, il y a que le Serious Game qui est laissé un petit peu de côté. Serious Game est intéressant. Il faut savoir que c'est quand même la ressource numérique la plus complexe à la fois et puis du coup la plus onéreuse, hein. Et puis on ne peut pas imaginer un parcours de formation qui ne soit fait que de Serious Game parce que ce qui rend intéressant et ce qui va engager vos apprenants, quels qu'ils soient, hein, que ce soit public très éloigné, on va dire, de la scolarité, public en grande difficulté, que ce soit des salariés, que ce soit et de tout niveau, ou des jeunes en formation initiale, au bout d'un moment, il y a une certaine lassitude qui va se créer à utiliser toujours, de toute façon, le même type de ressources. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de penser la variété des ressources. Il est intéressant quelquefois de consulter un certain nombre de photos. Un des meilleurs exemples qui est donné en matière de pertinence des médias par rapport à l'objectif qui est visé, et vous allez voir que ce n'est pas forcément d'aller faire quelque chose de très complexe, c'est quand on veut expliquer le galop d'un cheval. Expliquer le galop d'un cheval, c'est-à-dire comment effectivement les antérieurs et les postérieurs se positionnent quand le cheval est au galop. Si vous faites une vidéo d'un cheval au galop, eh c'est comme si vous regardez un cheval galoper, vous aurez énormément de mal à dire s'il met en premier l'antérieur droit, puis le postérieur gauche, etc., etc. Je ne sais pas du tout si c'est dans le bon ordre, hein. Par contre, sur une série de photos, si on prend des photos et que effectivement on peut, avec 4 photos par exemple, remettre dans le bon ordre la position effectivement euh, des différents sabots du cheval, différentes pattes du cheval, eh bien, on va beaucoup mieux expliquer effectivement le galop que si on le faisait avec une vidéo et vous voyez avec une simple photo. Alors, les outils du moment qui permettent de réaliser des types de contenus. Oui, on pourrait faire ça effectivement, faire une petite série de quelles applications, enfin si je comprends bien ta question, c'est voilà, quelle application pour faire quoi? Je pense que c'est ça le sens de la question. Effectivement. L'idée, on a régulièrement des ateliers sur les outils, on a aussi dans les outils, dans la recherche d'outils, du communauté, on a des choses, mais finalement c'est assez vite obsolète. En disant tiens, les 2 ou 3 outils qui ressortent pour l'animation sécurisée, c'est ça, etc. D'accord. C'est toujours la Ok. question qu'on se Eh bien, on va faire ça. Très bien. Alors, on enchaîne. Bon voilà, donc on voit qu'il y a quasiment match nul, à l'exception effectivement du Serious Game. Ces ressources, on a besoin effectivement à un moment donné de les proposer, de les mettre à disposition des apprenants. Et c'est la raison pour laquelle on va commencer à faire appel à un certain nombre d'outils, dont les fameux LMS. Alors je vous ai mis effectivement la traduction quelque part. Learning Management System, on ne le traduit pas tel quel, c'est ce que l'on appelle en bon français une plateforme de formation en ligne. Alors, une plateforme de formation en ligne, aujourd'hui, elles ont une multitude de fonctions, mais pour rester simple, je vous propose de vous présenter les 4 fonctions essentielles d'un LMS. La première de ces fonctions, c'est effectivement de stocker les ressources d'apprentissage. Toutes celles que l'on vient de voir, du document jusqu'au Serious Game et en passant par les vidéos et autres choses, le LMS va permettre soit de les stocker, soit d'indiquer à un moment donné par un lien comment se rendre sur cette ressource-là. Hein, puisqu'on ne stocke pas tout en interne dans le LMS, on stocke aussi des choses à l'extérieur, mais on y accède à partir du LMS.
Si je n'avais pas de LMS, bah, il faudra tout simplement que je dise, bah, aller chercher dans, alors je vais utiliser des noms, Dropbox, Google Drive, euh, le document ou la ressource que je vous ai dit. Euh, donc ça, c'est sa première fonction, stocker, organiser, permettre de retrouver les ressources, les mutualiser dans un bon nombre de LMS, c'est-à-dire permettre à plusieurs formateurs de mettre en commun des ressources et d'utiliser les ressources de tout le monde. La deuxième fonction, bien, je dirais, si on ne faisait que stocker des ressources, on n'aurait pas besoin effectivement d'un LMS. Un espace de dépôt, un site web nous suffirait. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de concevoir des parcours de formation avec ces ressources et en y ajoutant des activités. On a la ressource, on va proposer d'avoir des échanges avec un forum, on va proposer de faire des évaluations, hein, on va venir rajouter des exercices qui permettent de vérifier la compréhension ou simplement qui permettent à l'apprenant de s'entraîner. Eh bien, la conception de ces parcours nécessite d'avoir un outil approprié qui est fait pour ça, et cet outil, c'est la plateforme de formation. Donc, on conçoit les parcours à partir des ressources et des activités qui sont prévues dans la plateforme ou qu'on a stockées dans la plateforme. Ensuite, eh bien, une fois qu'on a les parcours, ils ne nous servent à rien, bien évidemment, si on ne les propose pas à des apprenants. Donc, le LMS va nous permettre d'inscrire en fait des apprenants, des classes, des groupes en formation, que ce soit sur des groupes en formation continue de 2 jours ou que ce soit des sections qui sont là pendant 2 ans ou 3 ans dans un établissement. On va donc créer des groupes, des cohortes, et on va inscrire ces groupes et ces cohortes ou ces apprenants à titre individuel dans des parcours de formation qui ont été conçus par rapport à un référentiel, par rapport à un diplôme ou simplement à un programme de formation. Une fois qu'on a inscrit ces apprenants, ben, ce qui nous intéresse et ce que nous permet le LMS, c'est de suivre en fait les apprenants. Un suivi qui se veut à la fois administratif, on a besoin effectivement de collecter un certain nombre d'informations qui nous permettront, en cas de demande, de dire soit à l'entreprise, donc à l'employeur, pardon, soit au commanditaire, soit au financeur, de dire bah oui, cette personne-là, elle a réalisé le parcours de formation, en partie en présentiel, et surtout, elle est capable de tracer et de fournir des informations sur le suivi des apprenants à distance. Et puis ce suivi, il est également pédagogique, puisqu'on a besoin, en tant que formateur, si je suis moi formateur dans un dispositif de formation à distance, si je n'ai pas des éléments qui me permettent de juger du niveau de compréhension, du niveau d'avancement dans le parcours, des problèmes que la personne peut rencontrer pendant ses apprentissages, je suis complètement inutile, hein, puisque je ne suis pas en capacité de lui apporter un accompagnement. Donc, pour apporter un accompagnement, le formateur a besoin d'avoir des informations, et ce sont ces informations pédagogiques que le LMS est capable de stocker en fonction de tout un ensemble de paramétrages qui auront été réalisés. Donc voilà, retenez bien ces 4 principales fonctions qui sont vraiment les fonctions essentielles d'un LMS. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, on pourra en trouver d'autres, on en trouve bien évidemment d'autres, notamment la possibilité de concevoir directement des ressources dans le LMS lui-même. Voilà. Je ne rentre pas trop dans le détail, après ce sont des fonctions supplémentaires. Là, on a vraiment les 4 fonctions de base. Donc, ces LMS, ils sont de 2 types. Aujourd'hui, sur le marché, on va trouver des LMS qu'on va appeler propriétaires, c'est-à-dire des LMS qui sont conçus par des éditeurs, des sociétés d'informatique. Et donc là, on en a un certain nombre qui vont s'appeler 360 Learning, euh, Skillsoft, qui vont s'appeler, les noms m'échappent là tout à coup, de Docebo par exemple. Euh, et donc, tous ces outils-là sont proposés par des sociétés d'informatique qui distribuent une application LMS. À côté, on a un autre marché constitué par les LMS dits open source, c'est-à-dire des LMS qui sont gratuits, qui sont proposés par des consortiums, par des universités, par des entreprises certaines fois, mais qui les mettent à la disposition. On appelle open source un logiciel ouvert qui permet effectivement d'être téléchargé, voire même d'être modifié dans le domaine des LMS propriétaires ou de tous les logiciels que vous pouvez utiliser qui proviennent d'un éditeur, qui s'appelle Microsoft ou autre chose. Je vais prendre le plus connu, au moins Microsoft. Bien, vous n'avez pas la possibilité d'aller modifier le logiciel lui-même.
pouvez faire des choses avec, c'est tout. Mais ce que le logiciel vous permet de faire. En open source, on peut soit l'utiliser tel qu'on le trouve en le récupérant sur Internet, ou lui apporter des modifications. C'est la grande différence entre les deux. Ici, c'est gratuit, mais ça nécessite un certain nombre de compétences. Dans l'environnement propriétaire, on a un produit clé en main qui ne nécessite pas de compétences particulières, mais bien évidemment, c'est payant. Donc, propriétaire et open source, sans rentrer dans le détail, vous avez des guides, notamment le guide du FOD qui s'appelle LMS et MOOC, choisir sa plateforme. Eh bien, vous trouverez effectivement les logiciels les plus courants aujourd'hui dans l'espace francophone du côté des éditeurs, donc logiciels propriétaires, et les plus couramment utilisés également dans l'environnement francophone du côté open source. Retenez que les logiciels open source sont également, je dirais, référencés dans un outil qui est en train de devenir un outil donc normand, puisque le benchmark des plateformes open source donc, est un service qui est jusqu'à présent proposé par notre société, par Stratis, et donc qui est en train d'être co-développé dans sa nouvelle version avec un groupe de travail qui a commencé ses travaux il y a une quinzaine de jours maintenant, 3 semaines peut-être, pour le mettre à jour et devenir un outil complètement gratuit, accessible à tout le monde et qui, je pense, sera très utile à tous. Alors, le LMS, c'est pas tout, c'est bien, c'est essentiel, c'est, on va dire, la colonne vertébrale de ce que doit être le système, on va dire, numérique, l'outil numérique principal du dispositif de formation multimodal que vous allez concevoir. Mais on a souvent besoin d'outils complémentaires, là où le LMS n'est pas très performant, voire même complètement absent. Donc ces outils complémentaires, bah, je les ai mis dans deux grandes catégories, on pourrait en trouver ou en imaginer plus que ça. Les premiers, vous en utilisez peut-être dans vos organismes un certain nombre, ce sont des outils qui vont nous servir à faire de l'animation ou à faire des évaluations, alors soit à distance, soit en face à face. En face à face, des outils comme Kahoot, hein, par exemple, à distance plutôt Doodle ou Google Forms. Et puis d'autres outils qui nous permettent aussi de partager des choses comme LinkedIn, entre autres. Et puis, animation, évaluation, et on a besoin de partager aussi d'autres choses que ce que la plateforme nous permet de faire, notamment de coproduire un certain nombre de documents. Des outils comme Padlet nous permettent de faire ça très bien, ou Mindomo dans le domaine des cartes mentales, nous permettent effectivement de faire de la production collaborative, ce que ne permet pas de faire très très bien aujourd'hui une plateforme de formation. On a besoin de communiquer, souvent avec des outils plus courants, plus facilement connus, enfin plus largement connus par notre public apprenant. Et donc, on va faire appel dans ce cas-là, soit aux réseaux sociaux, hein, WhatsApp, Pinterest, Facebook, Twitter, et j'en passe. LinkedIn également, on aurait pu bien sûr rajouter. Et donc, ces réseaux sociaux vont nous permettre d'assurer une communication la plus, on va dire, fluide possible et d'être plus pertinent, ou tout du moins de s'assurer de la pertinence de la communication, dans le sens, c'est important de communiquer, c'est important que les gens reçoivent. On envoie quelque chose, il est important que les gens reçoivent et que les gens répondent. Donc pour ça, effectivement, il vaut mieux utiliser un outil de communication dont les apprenants sont fréquemment usagers. On va prendre Facebook par exemple, bien que ce soit un réseau social un petit peu en perte de vitesse, et il est qualifié de réseau social des vieux aujourd'hui, hein, parce que les plus jeunes, effectivement, ne se servent plus beaucoup de Facebook, ils vont être plutôt sur des choses comme WhatsApp ou Pinterest, par exemple. Twitter étant réservé aussi là, au monde professionnel et aux personnes, on va dire, d'un certain âge, entre guillemets, dont je fais partie. Voilà, donc on va se servir de ces outils-là, soit pour partager, soit pour communiquer, en plus de ce que nous propose la plateforme de formation. On va terminer avec l'accompagnement. Je vous avais dit qu'on regarderait 3 des composantes aujourd'hui du dispositif de formation multimodale. On a vu les ressources, on a vu les outils, et il y a la dimension accompagnement, parce qu'une formation multimodale, elle ne peut exister sans un minimum effectivement d'accompagnement des apprenants.
Donc l'accompagnement des apprenants, ce qui est important, c'est de savoir que dans tous les dispositifs depuis qu'ils existent, que ce soit les anciens dispositifs papier-crayon qu'un grand opérateur national a largement diffusé il y a quelques dizaines d'années, jusqu'aux dispositifs les plus récents de type MOOC, si on n'a aucune interaction, aucun tutorat, eh bien, on est sur des taux d'abandon qui sont de l'ordre de 90%. Donc ça, c'est quasiment une équation, on va dire, perpétuelle. L'autonomie complète d'un apprenant nous apporte effectivement. Alors, il n'y a pas d'étude, c'est un constat des opérateurs eux-mêmes, hein. Ils questionnent le CNED. Le CNED a toujours avoué qu'il avait des taux d'abandon de cet ordre-là. Ce sont les études, s'il y a une étude sur les MOOC de Mathieu Cizel qui nous donne effectivement des taux d'abandon qui est de l'ordre de 90-95%. Mais on est sur ces constats-là, sur les dispositifs que les opérateurs ont pu mettre en place, là où on était en autonomie complète. Donc on dit bien quelqu'un, alors on entend bien par abandon, quelqu'un qui ne va pas jusqu'au bout du parcours de formation. En l'occurrence, sur les MOOC, c'est quelqu'un qui ne fait pas le MOOC dans son intégralité. Alors bien sûr, c'est discutable, puisqu'on peut très bien s'inscrire à un MOOC pour justement ne suivre qu'une partie du MOOC. Donc il faut bien sûr relativiser aussi ces chiffres-là. On peut retenir, même si à la limite vous ne retenez pas 90%, que s'il n'y a aucun accompagnement, le taux d'abandon sera élevé. Voire même, avant de parler d'abandon, des personnes qui ne démarreront même pas leur dispositif de formation, parce qu'ils n'en ont pas compris le principe ou n'en ont pas compris l'intérêt. On est même en amont en termes d'accompagnement. Alors, pour identifier les besoins d'accompagnement, on identifie pardon, les besoins d'accompagnement des apprenants, puisqu'en fonction des publics, en fonction des objectifs, en fonction des moyens techniques dont on va disposer, on va de ce fait générer des besoins d'accompagnement différents. De ces besoins d'accompagnement, on va construire ce qu'on va appeler des interventions tutorales. Et ces interventions tutorales, elles sont de 4 types aujourd'hui. On considère qu'il y a 4 types d'interventions tutorales. Un type d'intervention tutorale concerne les interventions techniques. Il y a celle de la personne qui n'arrive pas à se connecter, qui a perdu son mot de passe, dont le navigateur n'a pas été mis à jour et ne lui permet pas d'afficher telle ou telle chose. Donc, toutes ces questions-là nécessitent. Alors, je dois vous quitter, Marie, merci. À très bientôt. Vous pourrez écouter les 5 dernières minutes en replay dès demain. Des interventions effectivement techniques pour aider les personnes à être dans les bonnes conditions pour suivre leur formation, tout simplement. Le deuxième type d'accompagnement que l'on peut être amené à réaliser, bien sûr, c'est celui auquel on a pensé en premier, c'est la réponse pédagogique. Il y a un point que je ne comprends pas, je m'adresse au formateur pour effectivement éclairer ce point qui m'aide à comprendre le point sur lequel je suis resté bloqué. C'est là aussi que le dispositif de formation doit avoir été bien conçu. Parce que si la personne n'exprime pas son niveau d'incompréhension, il faut que moi, je puisse venir au-devant d'elle dans une logique beaucoup plus, ce qu'on appelle proactive que réactive. Donc être beaucoup plus proactif, et on peut être proactif autrement que simplement en appelant la personne en lui disant est-ce que vous avez bien compris ou en lui envoyant un mail. En lui proposant une évaluation. L'évaluation va permettre de remonter de l'information via le LMS au formateur, qui ensuite pourra avoir une intervention pour faire de la remédiation, voire le besoin et permettre à la personne d'exprimer son besoin parce qu'elle va dire j'ai fait ça, j'ai suivi le contenu, j'ai fait mon évaluation, et au final, ça fait 2 fois que je la fais et je n'arrive toujours pas à avoir un score correct comme j'aimerais, celui que j'aimerais atteindre. Et donc, ça va l'inciter à venir se tourner vers le tuteur. Troisième type d'intervention, c'est la personne qui manque d'autonomie et qui a besoin d'être accompagnée sur le plan méthodologique. Et donc là, on va l'aider à s'organiser, on va l'aider à planifier peut-être ses apprentissages. Si elle est à distance, il peut être difficile effectivement d'organiser son temps, d'organiser son espace de travail pour être dans de bonnes conditions. Donc, on a besoin effectivement de ce type d'accompagnement de la part de notre tuteur, d'autant plus toujours quand on est dans un dispositif à distance. Et puis le dernier, c'est que le tuteur, effectivement, il est toujours formateur. Et le rôle d'un formateur, même si on ne le ressent pas quelquefois de cette façon-là, il a bien évidemment une mission sur le plan socio-affectif,
Il a un rôle sur la motivation. Pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Pourquoi est-ce que je dois apprendre? Pourquoi est-ce que je dois préparer tel type de travail? Eh bien, je dirais, c'est le formateur qui va pouvoir apporter des éléments, qui va créer du lien là où la personne peut avoir le sentiment de se trouver un peu isolée. Et donc, c'est une mission essentielle de sa part que de créer ce lien avec le tuteur, bien sûr, avec lui, mais de créer du lien entre les différents apprenants. Il y a des dispositifs, on en a parlé la semaine dernière, qui sont intégralement à distance. Il est essentiel que les personnes puissent se sentir dans un groupe et puissent communiquer comme si elles étaient dans un groupe, en face à face, et pourquoi pas s'entraider, se soutenir également moralement. Moi, je l'ai vu dans des groupes où effectivement les gens ne se connaissaient pas, sont à des milliers de kilomètres les uns des autres. Et il y a un vrai soutien. Donc le rôle socio-affectif est quelque chose qui, bien sûr, ne s'invente pas, mais il va falloir créer les conditions pour que ça puisse se réaliser. Voilà, donc on en a terminé aujourd'hui sur ces coulisses de la multimodalité. Ce que je vous propose, comme la semaine précédente, bien, cette fois, c'est de poursuivre ce que vous avez vu déjà dans le parcours Apprendre autrement. Donc vous avez déjà consulté la multimodalité. Ben, vous pourrez revoir éventuellement quelques éléments sur les plateformes si vous n'avez pas tout compris. On vous parle également de ce qu'on trouve sur le web, parce que c'est intéressant de voir qu'on peut construire des parcours, qu'on peut construire des dispositifs de formation, pas exclusivement avec des plateformes et avec des ressources qu'on va concevoir. On trouve aussi énormément de choses sur le web qui peuvent être scénarisés et donc devenir des parcours devenir des éléments de parcours de formation. Et donc on va revenir également aussi à un module sur les ressources en elles-mêmes. Voilà, donc ce que je vous proposerai, c'est effectivement de consulter avant la prochaine édition de notre webinaire les autres modules, les 3 autres modules que je viens de vous présenter, et puis prendre connaissance. Je pense que c'est un sujet qui intéressera une bonne partie d'entre vous. Donc de cette webconférence qui a été organisée par le FOD et Centre Info, donc comme je vous disais il y a pratiquement 12 ans, mais qui n'a pas pris une ride puisque les textes réglementaires n'ont pas changé depuis cette époque-là. Donc ça s'appuie, c'est la mise en application en fait du décret FOAD du 20 août 2015, et donc sous forme de questions-réponses, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois produire, qu'est-ce qu'on attend de moi, dans quelle situation, etc. etc. Donc ces questions-là sont abordées en partie dans cette webconférence, et surtout en allant sur cette page-là, vous trouverez aussi le lien pour télécharger la foire aux questions qui a été élaborée par, comme je vous disais, le FOD, Centre Info et, et la DGEFP. Voilà, est-ce que il est 14h02, éventuellement s'il y a une petite question, une remarque, on a peut-être le temps glisser quelque chose en plus sur, sur le site. C'est sur le site de Communautique, je ne suis pas sûr que tout soit sur le site de Communautique, c'est pour ça que je vais vous l'envoyer dans un lien, je vais vous envoyer un petit mail avec ces liens pour que vous puissiez vous les trouver directement. Du coup, Christophe se sent obligé de le mettre. Voilà, ça fera une ressource de plus, tout à fait. Christina, on t'écoute. Alors, on ne t'entend pas, par contre. Je vois que ton micro a l'air ouvert. Je vois le curseur, enfin la jauge qui s'allume, mais par contre, on ne t'entend pas. Malheureusement, il y a un petit souci de micro, je pense, de ton côté. J'en suis désolé. Donc, ce qui va peut-être t'obliger à nous mettre ta remarque dans le chat. Entre-temps, sinon, une autre question, remarque, ou Christophe autour de toi, peut-être une question à relayer ou une remarque, ou un point que vous aimeriez que l'on détaille un petit peu plus la prochaine fois. Alors, vous devez quitter la salle à nouveau. Euh, donc, Christine avait une question sur les outils de type Doodle qui complètent effectivement les LMS. Alors, on dit au revoir ça y est, ils sont partis, à Christophe et ses collègues.
Est-ce qu'on peut les implémenter? Alors, je pense que ce que tu entends par implémenter, c'est les intégrer dans le LMS lui-même. Certains permettent de le faire. On a, par exemple, les productions de type Powtoon, Prezi peuvent être intégrées dans certains LMS. On a ce qu'on appelle des plugins, en fait, ou des API, hein, pour parler un peu informatique, qui effectivement font le lien entre l'application externe et donc le LMS lui-même, mais c'est pas le cas toujours pour tout. Alors ce qu'on peut quelquefois faire, je pense à des outils de type Pearl Trees, hein, qui permettent de présenter sous une forme un petit peu cartographiée, où on a parlé de Mindomo aussi tout à l'heure, hein, qui permet de faire des cartes mentales. On peut afficher la carte mentale dans une fenêtre de la plateforme elle-même. Voilà, donc, et dans ce cas-là, on utilise tout bêtement ce qu'on appelle l'IFRAM, hein, c'est-à-dire ce code HTML qu'on peut récupérer. Alors, dans l'application Mindomo, par exemple, hein, quand on va dire on veut intégrer la carte mentale, eh bien, on va la récupérer. On va récupérer ce code HTML. Ce code HTML, on peut le réutiliser dans un site web ou dans un LMS si le LMS nous donne la possibilité d'intégrer l'IFRAM. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et puis, donc, je vous envoie ce mail-là dans les minutes qui suivent. Et bah, je vous donne rendez-vous, bien évidemment, lundi prochain, donc pour le troisième et dernier épisode, avant l'épisode complémentaire, on va dire, du 13 novembre. Donc, ratez pas ça. On a normalement trois ou quatre retours d'expérience très intéressants sous une forme un peu nouvelle, qui donc s'appelle un Explore Camp, pour lequel on va vous convier, bien évidemment. Bonne fin de journée.